Je viens de prendre un médicament, sur la boîte figurait ce pictogramme. Je peux conduire, mais avec extrême prudence. Oui, réponse A. Non, réponse B. Pour reprendre la route, je dois avoir l'accord d'un médecin. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc ce pictogramme qu'on peut voir sur certaines boîtes de médicaments avec cette forme triangulaire, le fond intérieur rouge et puis le logo de la voiture au milieu est marqué niveau 3. Ce pictogramme nous interdit totalement la conduite, donc je peux conduire mais avec extrême prudence, non, réponse B. Pour reprendre la route, je dois avoir l'accord d'un médecin. En effet, pour reprendre la route, il me faut obligatoirement avoir l'accord du médecin. Oui, réponse C. Utiliser la climatisation augmente la consommation de carburant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Augmente les émissions de CO2. Oui, réponse C. Non, réponse D. En effet, utiliser la climatisation, ça va demander plus de travail au moteur, donc ça va augmenter la consommation de carburant. Et cette augmentation de carburant, elle est traduite par une augmentation des émissions de CO2 forcément. Et puis dans le cas d'un véhicule électrique, l'utilisation de la climatisation, elle aurait un impact sur la durée de charge des batteries. Et pour ce qui est des émissions de CO2, il y en aurait plus, mais rien de comparable par rapport à un véhicule thermique. Sur autoroute, les bornes d'appel d'urgence sont situées tous les 1000 mètres, réponse A, tous les 1500 mètres, réponse B, tous les 2000 mètres, réponse C. Qu'on tombe en panne ou qu'on soit impliqué dans n'importe quel accident sur l'autoroute, il est recommandé d'utiliser les bornes d'appel d'urgence qui sont situées tous les 2000 mètres. Sur autoroute, les bornes d'appel d'urgence sont situées tous les 2000 mètres. Réponse C. Je rencontrerai un carrefour à sens giratoire dans 300 mètres. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je me place immédiatement dans la voie de gauche car je veux prendre la dernière sortie du giratoire. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc là, on voit bien le panneau triangulaire qui nous indique la débouchée sur un carrefour à sens giratoire. On a le panonceau juste en dessous qui nous indique 300 mètres. Donc je rencontrerai un carrefour à sens giratoire dans 300 mètres. Oui, réponse A. Donc là, mettons que mon GPS m'indique déjà de prendre la dernière sortie au giratoire. Donc la sortie qui débouche sur la gauche généralement. Sachant cela, est-ce que je me place immédiatement dans la voie de gauche pour justement prendre cette dernière sortie du giratoire? Là, on voit bien la signalisation horizontale, donc la ligne continue au sol qui nous interdit d'emprunter la voie de gauche maintenant à l'instant T. Donc, il faudra bien que j'attende que la ligne soit discontinue pour que je puisse me rabattre sur la voie de gauche. Je me place immédiatement dans la voie de gauche car je veux prendre la dernière sortie du giratoire. Non, réponse D. Je vais rencontrer un passage à niveau, sans barrière. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans 100 mètres. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc ce panneau-là nous indique une débouchée sur un passage à niveau avec barrière et à signal automatique. Si ça aurait été un passage à niveau sans barrière, c'est ce panneau qui aurait été affiché. Donc je vais rencontrer un passage à niveau sans barrière, non, réponse B. Les indices sur la photo nous permettent de déterminer que nous sommes hors agglomération. On voit qu'il y a 2 traits rouges sur la balise en bas du panonceau signal automatique. Cela nous indique que ce panneau est positionné à 100 mètres du passage à niveau parce que nous sommes hors agglomération. Chaque trait rouge équivaut à 50 mètres. Si on avait été en agglomération, ce panneau aurait été situé environ 32 mètres avant le passage à niveau. Pour la simple et bonne raison qu'en agglomération, un trait rouge équivaut à environ 16 mètres. Et quand on voit cette borne avec les 3 traits rouges en agglomération, encore une fois, ça équivaut à 50 mètres environ. Je vais rencontrer un passage à niveau dans 100 mètres. Oui,
réponse C. Petite pause dans le test pour te remotiver et puis t'aider à réussir ton code. Je suis persuadé que tu travailles dur pour réussir ton code. Je sais que c'est pas évident, c'est pourquoi j'ai trouvé une solution pour toi. Je suis tombé sur cette auto-école en ligne, c'est une des moins chères du marché et avec le permis libre, tu vas pouvoir avoir plein de ressources pour réviser le code de la route. Tu peux directement cliquer sur le premier lien en description et en quelques clics, en remplissant quelques infos, en moins de 2 minutes, tu peux avoir accès à plein de ressources pour réviser ton code de la route. Tu peux même réserver directement ta place à l'examen sur ce site et puis tu as même un pack si tu veux à 64,95 € avec la place à l'examen, les ressources du code et une première heure de conduite si tu veux tester aussi pour passer le permis avec eux. Donc tu n'as vraiment aucune excuse pour réussir ton code. Si ça t'intéresse, ça sera le premier lien en description. Et nous, on enchaîne sans plus attendre avec la question suivante. Dans cette situation, la voiture rouge peut emprunter la voie B dès maintenant. Oui, réponse A. Non, réponse B. La voiture bleue peut emprunter la voie A dès maintenant. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc là, on va regarder la signalisation horizontale, autrement dit le marquage au sol. Est-ce qu'il est possible pour la voiture rouge de se rabattre sur la voie de droite, sur la voie B? Non, c'est impossible car elle franchirait une ligne continue et c'est interdit. Quant à la voiture bleue, est-ce que ce serait possible pour la voiture bleue de se rabattre sur la voie de gauche, sur la voie A? Oui, ce serait possible car dans un premier temps, dans cette disposition précise, on a en premier lieu la ligne discontinue qui suit d'une ligne continue. Dans cette disposition précise, c'est possible de passer de la voie B à la voie A. Par contre, il est impossible de passer de la voie A à la voie B. On a un écart de 150 mètres entre les deux véhicules, donc c'est totalement possible pour la voiture bleue de se rabattre sur la voie A dès maintenant en respectant les distances de sécurité et en respectant le marquage au sol. Dans cette situation, la voiture rouge peut emprunter la voie B dès maintenant. Non, réponse B. La voiture bleue peut emprunter la voie A dès maintenant. Oui, réponse C. Le danger potentiel le plus important se situe en zone A, réponse A, en zone B, réponse B, en zone C, réponse C. Donc là, on va faire une analyse zone par zone. Dans un premier temps, la zone A, on voit un conducteur en face qui est en train de sortir de stationnement. On voit le clignotant gauche allumé. Il est en train de manœuvrer. Il ne représente pas un danger imminent dans la mesure où il devrait avoir terminé sa manœuvre quand je serai à son niveau. Pour ce qui est de la zone B, dans le rétroviseur, on voit qu'il n'y a aucun usager derrière, donc aucun danger potentiel imminent. Et pour ce qui est de la zone C, on voit un espace entre deux bus, donc on a beaucoup d'incertitudes. Il y a un piéton qui pourrait surgir, donc le danger potentiel le plus important se situe en zone C. Réponse C. Ce panneau indique une succession de virages, dont le premier est à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. À 100 mètres environ. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce panneau, il nous indique bien une succession de virages, mais le premier est bien à droite, comme on le voit sur le panneau. Si le premier virage aurait été à gauche, c'est ce panneau qui aurait été affiché. Ce panneau, par contre, nous donne aucune information concernant les autres virages. La seule chose qu'il nous dit, c'est que le premier virage est à droite et qu'il y a plusieurs virages. Il ne nous donne pas d'informations sur le nombre de virages et sur la direction des autres virages. Il y a uniquement la direction du premier virage qui est indiquée. Concernant maintenant la distance entre ce panneau et le premier virage, on voit bien qu'on est hors agglomération. Il s'agit d'un panneau de danger et les panneaux de danger sont situés 150 mètres en avant du danger hors agglomération. Donc ce panneau indique une succession de virages dont le premier est à gauche, non, réponse B, à 100 mètres environ, non, réponse D. Dans quelle situation faut-il utiliser les feux de brouillard avant? Par temps de pluie, réponse A. Par temps de brouillard, réponse B. La nuit hors agglomération, réponse C. Par temps de neige, réponse D. Les feux de brouillard avant, comme leur nom l'indique, on doit les utiliser par temps de brouillard, réponse B. On peut également les utiliser par temps de neige, réponse D. Quelle est la limitation de vitesse maximale en agglomération? 30 km/h, réponse A, 50 km/h, réponse B, 70 km/h, réponse C,
80 km/h, réponse D. Que ce soit les conducteurs en période probatoire ou les conducteurs expérimentés, la limitation de vitesse maximale en agglomération, c'est la même pour tout le monde, c'est 50 km/h, réponse B. Il s'agit d'une impasse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Le stationnement y est interdit. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce panneau carré avec fond intérieur bleu nous indique qu'il s'agit bien d'une impasse. Concernant le stationnement, on voit bien ce panneau circulaire avec ce fond intérieur bleu qui est barré en rouge, qui nous indique une interdiction de stationner. On a un panonceau juste en dessous avec la flèche qui va vers l'avant. Donc le stationnement est bien interdit après ce panneau. Il s'agit d'une impasse. Oui, réponse A. Le stationnement y est interdit. Oui, réponse C. L'assurance obligatoire pour la conduite d'un véhicule est la responsabilité civile, réponse A. L'assurance tout risque, réponse B. L'assurance obligatoire pour la conduite, c'est bien la responsabilité civile. Et cette responsabilité civile, elle nous couvre en cas de dommages corporels et matériels qu'on pourrait infliger à d'autres personnes, à d'autres usagers. L'assurance obligatoire pour la conduite d'un véhicule est la responsabilité civile. Réponse A. Le feu est orange fixe. Je m'arrête immédiatement avant le feu. Réponse A. Je continue sans ralentir. Réponse B. De manière générale, il faut bien garder en tête que le feu orange fixe est un feu d'arrêt, donc dès qu'on le voit, on s'arrête. Sauf si j'estime que l'arrêt du véhicule serait plus dangereux pour moi et ou pour les autres usagers. Donc là, si on analyse un petit peu la situation, on voit que le véhicule est à environ 5 mètres du feu, on roule à 22 km/h, qui est assez lent, on est en agglomération. On voit dans le rétroviseur qu'on a un usager derrière qui nous suit. On estime qu'il est suffisamment loin, il n'est pas assez rapproché pour que l'arrêt soit dangereux. Donc le feu est orange fixe, je m'arrête immédiatement avant le feu, réponse A. Ce panneau concerne uniquement les véhicules de transport de marchandises de plus de 3 tonnes et demie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Interdit le dépassement de n'importe quel véhicule. Oui, réponse C. Non, réponse D. En effet, ce panneau, il concerne uniquement les véhicules de transport de marchandises de plus de 3 tonnes et demie. Oui, réponse A. Est-ce que par contre ce panneau interdit à ces véhicules de transport de marchandises de plus de 3 tonnes et demie le dépassement de n'importe quel véhicule? Eh bien en réalité non, parce qu'il y a une exception. Il interdit en effet le dépassement de tous les véhicules, sauf les 2 roues sans sidecar. Non, réponse D. Souhaitant tourner à droite, je me prépare à m'arrêter. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc là, je vois un piéton qui est certainement en train de courir sur le trottoir, ce qui représente une incertitude en tant que conducteur. Il pourrait très bien s'engager sur le passage piéton, auquel cas je devrais lui céder le passage. Souhaitant tourner à droite, je me prépare à m'arrêter. Oui, réponse A. Je roule sur autoroute, je veux aller à Annecy en restant sur l'autoroute. Je suis bien placé, je continue dans ma voie. Réponse A. Je me place à droite dès que la camionnette blanche passe. Réponse B. Je veux aller à Aix-les-Bains en prenant la nationale. Je suis bien placé, je continue dans ma voie. Réponse C. Je me place dans la voie de gauche. Réponse D. Donc là, si je veux aller à Annecy, a priori, c'est pas compliqué puisque les 4 voies nous amènent à Annecy, vont en direction d'Annecy. Comme je peux le voir sur les 2 panneaux, le panneau vert et le panneau bleu, on voit bien Annecy avec les 2 flèches. Donc les 4 voies vont à Annecy. Maintenant, moi, je veux rester sur l'autoroute, donc je vais m'intéresser à ce panneau bleu. Au-dessus, on voit bien A41, A43, donc on est sur l'autoroute. À gauche, c'est la nationale 201.
Donc, est-ce que je suis bien placé? Oui, je suis bien placé pour aller à Annecy. Est-ce que je me rabats sur la droite? Non, je ne me rabats pas sur la droite puisqu'il y a une ligne continue. Je suis bien placé, je reste dans ma voie. Réponse A. Là, maintenant, je veux aller à Aix-les-Bains en prenant la nationale. Donc, même situation, Aix-les-Bains, les 4 voies vont à Aix-les-Bains. Maintenant, moi, je veux prendre la nationale. La nationale, c'est le panneau vert, donc c'est les 2 voies sur la gauche. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me place dans la voie de gauche. Je peux me rabattre sur la gauche puisque dans le rétroviseur, on voit qu'il n'y a aucun véhicule qui me colle. Donc, a priori, je peux me rabattre sur la gauche. Le marquage au sol me le permet. C'est une ligne discontinue. Je peux encore me rabattre sur la gauche pour aller à Aix-les-Bains en prenant la nationale. Je me place dans la voie de gauche. Réponse D. Je pourrais tourner à droite à la prochaine intersection. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je souhaite continuer tout droit. Je bénéficierai de la priorité de passage. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc là, on distingue bien 2 différents panneaux, un panneau de danger et un panneau d'interdiction. Le panneau d'interdiction m'interdit tout simplement de tourner à droite à la prochaine intersection. Je pourrais tourner à droite à la prochaine intersection. Non, réponse B. Est-ce que maintenant, si je souhaite continuer tout droit, j'aurai la priorité sur la prochaine intersection? Est-ce que les autres usagers devront me céder le passage? On voit bien le panneau de danger qui nous indique une priorité à droite sur la prochaine intersection. Donc non, je ne serai pas prioritaire, je devrais laisser le passage. Donc je souhaite continuer tout droit, je bénéficierai de la priorité de passage. Non, réponse D. Dans cette situation, l'ordre de passage est le suivant. A, B, C, réponse A. A, C, B, réponse B. C, B, A, réponse C. Donc dans cette configuration, de ce qu'on peut voir avec cette vue plongeante, il n'y a pas forcément de signalisation. Donc a priori, il n'y a pas de régime de priorité spécifique. Donc quand il n'y a pas justement de signalisation, c'est le régime de priorité à droite qui prime. Donc le premier véhicule à passer, ça sera le véhicule A, puisqu'il est sur la droite du véhicule B et qu'il n'a personne, justement aucun usager sur sa droite. Sa direction n'a pas d'importance, qu'il aille tout droit sur la gauche ou sur la droite. En tous les cas, il sera prioritaire, puisque c'est le régime de priorité à droite qui prime. Le second véhicule à passer, ça sera le véhicule B, puisqu'il est sur la droite du véhicule C, et ensuite, en dernier, le véhicule C pourra passer. Dans cette situation, l'ordre de passage est le suivant. A, B, C. Réponse A. Ce conducteur doit s'arrêter au niveau de la ligne discontinue, si un piéton cherche à s'engager sur le passage piéton. Oui, réponse A. Non, réponse B. Dans tous les cas, oui, réponse C. Non, réponse D. De manière générale, quand on est en agglomération à l'approche d'un passage piéton qui n'est pas régulé par des feux tricolores, on est obligé de céder le passage au piéton. Le piéton est toujours prioritaire dans ces cas-là. Donc ce conducteur doit s'arrêter au niveau de la ligne discontinue si un piéton cherche à s'engager sur le passage piéton. Oui, réponse A. On peut se poser la question du pourquoi il y a une ligne discontinue juste ici, avant un passage piéton. On n'est pas dans une situation d'intersection. Donc là, la ligne discontinue, elle est vraiment là pour augmenter la vigilance du conducteur, pour prévenir d'un danger potentiel. Donc ce conducteur doit s'arrêter au niveau de la ligne discontinue dans tous les cas. Non, réponse D. Je me tiens prêt à freiner. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je préviens les autres usagers en arrière d'un danger en faisant clignoter mes feux stop. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc on voit bien ce groupe de personnes qui est en train de marcher au bord de la route. En plus, on est sur un virage, on manque de visibilité, donc c'est une situation qui est potentiellement dangereuse. Donc bien sûr, je me tiens prêt à freiner. Oui, réponse A. Donc je m'apprête à ralentir et pour ne pas surprendre les usagers en arrière et pour leur prévenir d'un danger potentiel, je fais clignoter mes feux stop. Oui, réponse C. Je suis un conducteur en période probatoire, je peux prendre le volant. Si mon taux d'alcool dans le sang est inférieur à 0,20 g par litre, oui, réponse A. Non, réponse B. Si mon taux d'alcool dans le sang est inférieur à 0,50 g par litre, oui, réponse C. Non, réponse D.
Concernant les réglementations en matière d'alcool pour les conducteurs en période probatoire, le taux maximal d'alcool dans le sang est fixé à 0,20 g par litre. En ce qui concerne les conducteurs expérimentés, le taux d'alcool maximal dans le sang doit être inférieur à 0,50 g par litre. Donc, je suis conducteur en période probatoire. Je peux prendre le volant si mon taux d'alcool dans le sang est inférieur à 0,20 g par litre. Oui, réponse A. Si mon taux d'alcool dans le sang est inférieur à 0,50 g par litre. Non, réponse D. Je me place immédiatement dans la voie de droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. On remarque qu'on est sur une voie rapide, la vitesse est donc limitée à 110 km/h par temps sec. La voie de droite, c'est bien une voie réservée pour les véhicules lents qui circulent à 60 km/h et moins. Il ne s'agit pas d'une bande d'arrêt d'urgence, on n'est pas sur l'autoroute, on est bien sur une voie rapide. On remarque ça justement avec la ligne discontinue, avec les traits épais. Il s'agit bien d'une voie réservée aux véhicules lents, 60 km/h, je roule à 60 km/h, donc je dois me placer immédiatement dans la voie droite. De plus, on voit bien derrière dans le rétroviseur qu'un véhicule me suit de près. Je pense bien à accélérer et ne surtout pas décélérer quand je me place dans la voie de droite. Je me place immédiatement dans la voie de droite, oui, réponse A. La signalisation m'autorise à dépasser, oui, réponse A, non, réponse B. J'active mon clignotant gauche, puis j'entame le dépassement, oui, réponse C, non, réponse D. Donc on voit bien la ligne discontinue qui nous autorise à nous rabattre sur la voie de gauche et qui nous autorise potentiellement à dépasser le véhicule en face de nous. La signalisation m'autorise à dépasser, oui, réponse A. Est-ce que j'entame mon dépassement pour autant ? A priori, la distance entre mon véhicule et le véhicule en avant est suffisante pour me permettre de dépasser. Maintenant, je regarde le rétroviseur arrière. A priori, je ne vois personne dans la voie de gauche. Donc, je pense bien à regarder également mon rétroviseur gauche et puis checker mon angle mort. Ensuite, je pourrais activer mon clignotant gauche puis entamer le dépassement. Oui, réponse C. Dans cette situation, j'accélère. Réponse A. Je ralentis. Réponse B. Je garde la même vitesse. Réponse C. Je fais clignoter mes feux stop. Réponse D. Dans un premier temps, ce qu'on peut voir, c'est le panneau qui nous indique une fin de priorité. Donc, on ne sera pas prioritaire sur la prochaine intersection. On devra céder le passage aux autres usagers. On voit un véhicule en avant. On roule à 80 km/h. On voit dans le rétroviseur arrière que le véhicule est trop proche de nous. Donc ce qu'on peut faire justement, c'est ralentir et faire clignoter les feux stop pour indiquer que le véhicule en arrière est trop proche d'une autre pour respecter justement les distances de sécurité. On se doit de ralentir puisque on est à l'approche d'une intersection sur laquelle on ne sera pas prioritaire. On a un véhicule également en avant et on roule à 80 km/h. Dans cette situation, je ralentis, réponse B, je fais clignoter mes feux stop, réponse D. Le véhicule B par rapport au véhicule A bénéficie de la priorité de passage. Réponse A. Doit céder le passage. Réponse B. Le véhicule A va tout droit, le véhicule B sur la voie d'à côté en sens inverse veut tourner à gauche. En tournant à gauche, il empiéterait justement sur la voie du véhicule A. En plus, en tournant à gauche, le véhicule A serait sur sa droite, donc il ne respecterait pas la priorité à droite. Le véhicule B, par rapport au véhicule A, doit céder le passage. Réponse B. Excepté les bus, aucun véhicule n'est autorisé à circuler sur cette voie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Stationner sur l'emplacement des lignes en zigzag jaune. Oui, réponse C. Non, réponse D. Les lignes en zigzag jaune au sol, puis également le panneau carré à fond bleu nous indiquent qu'il s'agit d'un arrêt de bus et non une voie réservée aux bus. Si ça aurait été le cas d'une voie réservée aux bus, on aurait potentiellement un damier blanc et ou l'inscription marquée bus sur la voie.
Là, c'est pas le cas, donc il s'agit bien d'un arrêt de bus. On peut très bien circuler sur cette voie. Par contre, on ne peut pas stationner, bien sûr, sur cet emplacement, sur cet arrêt de bus. Donc, excepté les bus, les autres véhicules peuvent circuler sur cette voie. Oui, réponse A. Stationner sur l'emplacement des lignes en zigzag jaune. Non, réponse D. Ces limitations de vitesse concernent les motards qui circulent en interfile. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les autres automobilistes. Oui, réponse C. Non, réponse D. On a un panneau de limitation de vitesse à 50 km/h. On a le panonceau juste en dessous qui nous indique que ce panneau concerne les motards en interfile. Donc ces limitations de vitesse concernent les motards qui circulent en interfile. Oui, réponse A. Les autres automobilistes, non, réponse D. Le style de conduite a une influence sur la consommation de carburant d'un véhicule thermique. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'autonomie des batteries d'un véhicule électrique. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le style de conduite a bel et bien une influence sur la consommation de carburant et l'autonomie des batteries d'un véhicule électrique. On fait la différence entre une conduite qu'on va dire économique, plutôt souple, avec des accélérations homogènes, à l'inverse d'une conduite consommatrice plutôt nerveuse, avec de grosses accélérations et de grosses décélérations. Le style de conduite a une influence sur la consommation de carburant d'un véhicule thermique. Oui, réponse A. L'autonomie des batteries d'un véhicule électrique. Oui, réponse C. Mon véhicule n'est pas équipé de chaînes ni de chaussettes à neige. Pour pénétrer cette zone en période hivernale, je dois obligatoirement être équipé de 4 pneus hiver. Oui, réponse A. Non, réponse B. On a un panneau qui nous indique l'entrée dans une zone où les pneus hiver sont obligatoires du 1er novembre au 31 mars. Donc pour pénétrer cette zone en période hivernale, je dois obligatoirement être équipé de 4 pneus hiver. Oui, réponse A. Quelles affirmations concernant ce panneau sont vraies? La chaussée peut se rétrécir des deux côtés. Réponse A. La chaussée peut se rétrécir d'un seul côté. Réponse B. La chaussée est temporairement en sens unique. Réponse C. La chaussée est temporairement interdite à la circulation. Réponse D. On a un panneau de danger temporaire donc qui nous indique un rétrécissement de la chaussée temporaire. Une particularité qu'il faut connaître avec ce panneau, c'est que c'est le seul panneau temporaire de rétrécissement de chaussée. On n'a pas les équivalents avec les panneaux de rétrécissement de chaussée permanents avec le fond intérieur blanc, où il y a le rétrécissement qui se fait que d'un côté, soit du côté gauche, soit du côté droit. Donc en gros, ce panneau de danger peut annoncer n'importe quel type de rétrécissement temporaire de la chaussée. C'est pour ça que les affirmations vraies concernant ce panneau sont: la chaussée peut se rétrécir des deux côtés, réponse A. La chaussée peut se rétrécir d'un seul côté, réponse B. J'entre dans une zone de rencontre. La vitesse y est limitée à 20 km/h, réponse A. 30 km/h, réponse B. Je roule au maximum de la limitation de vitesse. Oui, réponse C. Non, réponse D. On voit bien le panneau carré à fond bleu qui nous indique qu'on rentre dans une zone de rencontre. La vitesse, elle est bien limitée à 20 km/h comme on peut le voir justement sur le panneau. Est-ce que par contre je roule au maximum de la limitation de vitesse dans cette situation? Je vois qu'il y a un cycliste qui vient vers moi, mais surtout je vois un groupe de piétons qui est sur la chaussée. Donc je roule au pas. Je fais attention, je me tiens prêt à freiner. Donc, j'entre dans une zone de rencontre, la vitesse y est limitée à 20 km/h, réponse A. Je roule au maximum de la limitation de vitesse, non, réponse D. Je suis témoin d'un accident, le blessé est inconscient mais respire. Je le mets en position latérale de sécurité, PLS. Oui, réponse A, non, réponse B. Je lui donne de l'eau à boire en attendant les secours. Oui, réponse C, non, réponse D. Quand on est en présence d'un blessé qui est inconscient mais qui respire, c'est important de le mettre en position latérale de sécurité, en PLS. Si il aurait été inconscient et qu'il ne respirait pas, il aurait fallu
entamer un massage cardiaque en attendant les secours. Est-ce qu'on lui donne à boire de l'eau en attendant que les secours arrivent? C'est pas recommandé de donner de l'eau à un blessé qui pourrait justement s'étouffer avec l'eau, surtout qu'il est inconscient. Mais même s'il n'était pas inconscient, c'est pas recommandé parce que ça peut aggraver les blessures internes. Donc je suis témoin d'un accident, le blessé est inconscient mais respire, je le mets en position latérale de sécurité PLS, oui, réponse A. Je lui donne de l'eau à boire en attendant les secours, non, réponse D. Je viens de prendre un médicament, sur la boîte figurait ce pictogramme. Je peux prendre le volant en faisant attention, réponse A. Je ne peux pas conduire, je dois attendre que le médicament ne fasse plus effet, réponse B. Quand on consomme un médicament dont ce pictogramme figure sur la boîte de celui-ci, on est tout de même autorisé à reprendre le volant après avoir consommé ce médicament. Mais il faut réellement faire attention puisque ça peut altérer nos sens et donc, par conséquence, nos capacités de conduite. Donc, je viens de prendre un médicament sur la boîte figurait ce pictogramme, je peux prendre le volant en faisant attention. Réponse A. Je tombe en panne au milieu de la chaussée. J'actionne les feux de détresse de mon véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je positionne le triangle de présignalisation 50 mètres avant le véhicule. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc sur n'importe quelle route, quand on tombe en panne, c'est important de communiquer avec les autres usagers pour éviter le suraccident, pour protéger mon véhicule et puis les autres usagers. Pour ce faire, dans cette situation, je mets bien le gilet haute visibilité, j'actionne mes feux de détresse de mon véhicule pour justement prévenir de l'accident et je positionne le triangle de présignalisation 30 mètres avant le véhicule, avant un sommet, avant un virage. Donc, j'actionne les feux de détresse de mon véhicule, oui, réponse A. Je positionne le triangle de présignalisation 50 mètres avant le véhicule, non, réponse D. Conducteur en période probatoire, je roule sur l'autoroute, il pleut, je suis en infraction, oui, réponse A, non, réponse B. En temps de pluie, la vitesse est limitée à 100 km/h sur l'autoroute, oui, réponse C, non, réponse D. Il faut savoir qu'en tant que conducteur en période probatoire, quand je roule sur l'autoroute en temps normal, quand il ne pleut pas, en temps sec, je suis limité à 110 km/h. Est-ce que, quand il pleut, la limitation est différente? Eh bien non, la limitation de vitesse ne change pas, qu'il pleuve ou pas, pour un conducteur en période probatoire qui roule sur l'autoroute. Par contre, pour les conducteurs expérimentés qui roulent sur l'autoroute, la limitation de vitesse diminue à 110 km/h. Elle est à 130 km/h de base, mais elle diminue à 110 km/h pour tous les usagers. Donc, conducteur en période probatoire, je roule sur l'autoroute, il pleut, je suis en infraction, non, réponse B. En temps de pluie, la vitesse est limitée à 100 km/h sur l'autoroute, non, réponse D. Je dois réaliser une vidange de l'huile moteur de façon régulière, oui, réponse A, non, réponse B. Je vérifie le niveau d'huile à froid, réponse C, à chaud, réponse D, sur un plan horizontal, réponse E. Pour assurer le bon fonctionnement et la longévité du moteur, c'est important de réaliser la vidange de l'huile moteur de façon régulière. Quand on vérifie le niveau d'huile, on le fait bien à froid et sur un plan horizontal, bien sûr pas à chaud pour éviter de se brûler. Donc je dois réaliser une vidange de l'huile moteur de façon régulière. Oui, réponse A, je vérifie le niveau d'huile à froid, réponse C, sur un plan horizontal, réponse E. Puis-je continuer tout droit et dépasser par la gauche le camion? Oui, réponse A. Non, réponse D. Donc comme on l'a vu plus tôt dans la vidéo, on est en présence d'un panneau d'interdiction de dépasser qui concerne uniquement les véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes. Donc l'interdiction, elle est uniquement pour ces véhicules-là, pour dépasser les autres véhicules. Donc cette interdiction ne nous concerne pas en tant qu'automobiliste. Je peux très bien dépasser n'importe quel usager, même s'il s'agit d'un véhicule de transport de plus de 3,5 tonnes. Donc puis-je continuer tout droit et dépasser par la gauche le camion? Oui, réponse A.
Concernant le gilet haute visibilité, lors d'un contrôle, si je ne l'ai pas à portée de main dans mon véhicule, j'encours une amende de première classe de 11 €. Réponse A. J'encours une amende de seconde classe de 35 €. Réponse B. J'encours une amende de troisième classe de 68 €. Réponse C. J'encours une perte d'un point sur mon permis de conduire. Réponse D. En effet, lors d'un contrôle, si je n'ai pas à portée de main dans mon véhicule le gilet haute visibilité, j'encours une amende de première classe de 11 €. Réponse A. Dans la situation A par rapport à la situation B, l'adhérence est 2 fois moins bonne. Oui, réponse A. Non, réponse B. La distance de freinage est 2 fois plus longue. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc là, il fallait vraiment faire attention à la tournure de la phrase et être attentif à l'énoncé, puisque dans la situation A, on voit bien que la route est sèche. Dans la situation B, la route est mouillée, elle est humide, il a plu. Donc l'adhérence est 2 fois moins bonne, oui, de la situation B par rapport à la situation A. Mais là, dans l'énoncé, on voit bien que c'est de la situation A par rapport à la situation B. Donc l'adhérence, elle n'est pas 2 fois moins bonne. Et la distance de freinage n'est pas 2 fois plus longue. Mais dans l'énoncé, si ça aurait été dans la situation B par rapport à la situation A, ces deux affirmations auraient été vraies, puisque de manière générale, quand il pleut, l'adhérence est 2 fois moins bonne, environ, et la distance de freinage est environ 2 fois plus longue. Donc, dans la situation A par rapport à la situation B, l'adhérence est 2 fois moins bonne, non, réponse B. La distance de freinage est 2 fois plus longue, non, réponse D. Le véhicule A qui va en face doit céder le passage de chaque côté. Oui, réponse A. Non, réponse B. Bénéficie de la priorité de passage par rapport au véhicule B. Oui, réponse C. Non, réponse D. On nous dit que le véhicule A va en face, on remarque une ligne continue et un panneau stop au pied justement du véhicule A. Donc le véhicule A va devoir céder le passage de chaque côté. Le véhicule B veut tourner à gauche, on voit bien les clignotants qui sont allumés, les clignotants à gauche. Donc en tournant à gauche, il empiéterait justement sur le chemin du véhicule A. Donc le véhicule A est bien prioritaire par rapport au véhicule B tout simplement. Donc le véhicule A qui va en face doit céder le passage de chaque côté. Oui, réponse A. Bénéficie de la priorité de passage par rapport au véhicule B. Oui, réponse C. C'est déjà la fin de ce test. Mets tout de suite ta note en commentaire. Et si tu as eu moins de 35 sur 40, pense à refaire le test d'ici quelques jours pour bien assimiler les réponses. C'était un test plutôt difficile. Bravo à toi d'être venu à bout de ce test. En tout cas, si tu veux vraiment réussir ton code, n'hésite pas à aller sur le premier lien en description, répondre à 2-3 questions et récupérer tes ressources pour réussir ton code. Moi, je te dis à très bientôt pour un nouveau test.